Et donc, je vais appeler Gilberto Pellegrino, architecte, dirigeant de PAW, à venir nous rejoindre sur scène pour présenter cette rénovation site occupé de l'Université du Mans. Alors, le PAW, c'est un atelier d'architecture à Nantes. Alors, si vous voulez bien avancer d'un cran pour que l'image ne vous prenne pas les yeux. Vous êtes présent à Nantes, à Shanghai, et vous êtes spécialisé à la fois sur la santé, l'éducation, le logement. Et cette université du Mans dont vous allez nous parler, à la fois en site occupé, en poursuivant le label BBC Rénovation, en cherchant des très hautes performances tout en gardant un confort d'usage important. Donc je vous laisse la parole pour une vingtaine de minutes. Bien, bonjour tout le monde. Donc, je suis d'abord le porte-parole d'une équipe pluridisciplinaire pour ce dossier-là, avec une collaboration étroite avec des bureaux d'études, vous vous en doutez, bureau d'études énergie. Là, c'était le bureau d'études énergie-environnement de chez Keran, groupe SCE. Donc, notre rôle a été un rôle de chef d'orchestre sur ce sujet-là, puis évidemment architectural, de décision, de synthèse. Donc le site universitaire du Mans, c'est celui-ci. C'est quand même en fait une petite ville, hein, puisqu'elle a toutes les fonctions de enseignement, habitation, repas. Elle a le tramway qui le traverse. Elle est même en niveau énergétique un système donc de production pour l'ensemble du site en cogénération gaz pour production d'électricité. Donc aujourd'hui, au niveau patrimoine universitaire, au niveau national, on a à peu près 6 millions de mètres carrés à traiter. Donc pour nous, au niveau de l'UFR de Lettres, on avait 4 bâtiments, 7000 et quelques mètres carrés, mais surtout une enveloppe financière qui nous a tout de suite un peu crispé, voire obligé à trouver des solutions low-tech, simples, efficientes, efficaces, trouver des partenariats, mettre en place en fait un appel d'offres qui permette en fait qu'on travaille en macro-lot pour avoir des capacités à bien réaliser certains ensembles de fonctions. Voilà, donc sur le site UFR de Lettres, il y a 2200 étudiants. Il y a un bâtiment en particulier où il peut y avoir simultanément 1000 étudiants et le projet se fait en site occupé. Donc les enjeux sont multiples et puis là il y a des patchs qui sont même un peu contradictoires, mais vous voyez en tout cas en photo des bâtiments des années 70 qui sont dans leur jus, où semble-t-il, on voyait l'extérieur à travers les fenêtres, donc le patrimoine n'est pas rénové. Il y a 4 bâtiments qui sont spécifiques et différents au niveau de leurs usages. On a 2 phases de travaux, c'est donc un chantier de longue haleine, et donc ça veut dire une gêne constante dans le site universitaire quand même. Il y a un sujet amiante, là c'est vrai qu'il est un peu anachronique, bon, on avait des objectifs BBC, mais il y a un sujet amiante où on a constaté que les analyses amiantes n'avaient pas été suffisamment pointues, et ça nous a énormément gêné dans la continuité du dossier, et je dirais même dans l'enveloppe financière. Donc, site occupé, je l'ai dit, et puis il y a un élément très important, c'est là où on est aussi quand même un peu utile, c'est la recherche d'une nouvelle identité pour l'UFR de Lettres. Donc le site, le voilà de manière un peu plus précise. Donc une maison des sciences humaines, c'est pour de la recherche. Il y a une restructuration intérieure globale, aussi un ensemble énergétique, rénovation énergétique globale et PMR. C'est le cas un peu pour tous les bâtiments sur ces 3 caractéristiques. Le bâtiment enseignement qui est, alors si je... Oui. Je me retourne ou oui, c'est ça. Le bâtiment enseignement ici, donc on a réhabilité très lourdement, la partie rez-de-chaussée pour la cafétéria, celui-ci complètement. Ici, c'est l'administration qu'on a réhabilité en partie. Et ici, les amphithéâtres, on a travaillé l'enveloppe énergétique et quelques travaux intérieurs. Les objectifs étaient ceux-là, un CEP, je ne vais pas citer les unités de valeur, kilowattheure, etc. Ça va me faire perdre 10 minutes à la fin, donc je cite que les chiffres. Donc un CEP de 80, on a une consommation en énergie primaire pour le chauffage, un objectif à moins 50, et une consommation de chauffage et d'électricité à moins 60, ce qui veut dire tout de suite, c'est que la question de l'enveloppe est une question majeure dans notre problématique. Ce qui est associé au cible HQE, on avait les choix intégrés, chantier évidemment, site occupé, et puis la gestion de l'énergie. Un budget de 7 millions d'euros.
ce qui, à l'échelle des surfaces développées, était un budget, voilà, c'était un vrai challenge. Alors, les choix qu'on a fait, bon, voilà, c'est après études, avec les bureaux d'études, on a une enveloppe avec des caractéristiques, toiture, mur, menuiserie et vide sanitaire, qu'on a définies pour, dans le calcul, obtenir notre résultat. On a une ventilation double flux, un système de free cooling avec différents types d'asservissement, asservissement par bypass, etc. Chauffage, ben, là, on verra dans les conclusions, il y a peut-être une erreur ici qu'on a réalisée, mais on fait les remplacements en fait des corps de chauffe, et puis en électricité, on avait les remplacements des luminaires pour du LED avec une gestion semi-automatisée. Les ponts thermiques, il y en a évidemment quelques-uns. On a procédé à quelques sillages. On avait un objectif d'étanchéité à l'air à 0,8. Et comme on a sur un bâtiment qui est orienté est-ouest, les bâtiments principalement, on a une gestion du confort solaire par des brises soleil orientables, dits BSO. Voilà. Ensuite, l'enveloppe, donc on avait différents paramètres qui étaient matériaux écologiques, tant faire se peut, rapidité de pose. Pourquoi? Ben, parce qu'on s'y est occupé, parce qu'aussi il y avait de l'enseignement. Il pouvait se passer qu'il y ait de l'enseignement pendant qu'on pose voilà, vous voyez le chantier pendant qu'on pose des façades. Minimiser les nuisances sonores, chantier propre et visibilité identité architecturale. Le choix qu'on a fait, c'est de travailler un système d'industrialisation de la façade par un système de préfabrication d'une façade ossature bois par module qui passait dans les gabarits routiers. Après étude et analyse, on a donc créé des ensembles où on a l'isolation, la menuiserie, les BSO et le pare-pluie. Tout ça nous a permis en fait de mettre en œuvre de manière voilà, progressive le projet. Et si on n'a pas mis la paroi extérieure, je vais vous l'expliquer après, c'est qu'on ne voulait pas que enfin, je veux dire, les contraintes d'étude de modularité transpirent, et au premier sens pas, sur la façade. On voulait que la façade soit une façade qui respire un dessin aléatoire et libre. Donc voilà un exemple d'un des bâtiments traités, c'est la Maison des chercheurs en sciences humaines. Ici, un principe de calpinage des éléments de façade qui ont été réalisés. Nous avons travaillé ici en macro-lot enveloppe avec une entreprise, enfin j'ai d'action chez personne, mais enfin, ils ont bien travaillé, c'est avec Bouygues Construction ici, avec leur filière bois aussi. Donc, on a travaillé avec eux les mises au point. Ben, vous imaginez, si on est des éléments modulaires, la question de l'étanchéité à l'air et de la continuité des étanchéités à l'air, voilà, ce sont des éléments importants. Mais vous voyez que le résultat, en fait, ensuite, sur le parement extérieur, on efface complètement la question de modularité sur le traitement du parement extérieur avec je crois que c'est du Tectiva de chez Eternit au niveau du produit. On a refait évidemment toutes les menuiseries, voilà. Ici, deux détails, il y en aurait vraiment une profusion de détails, juste parce que, en fait, là, dans deux bâtiments différents, on a un état des lieux qui est différent, c'est-à-dire un premier bâtiment où, pour l'amphithéâtre, c'est une toiture en bac acier. Et pour l'autre, l'administration, comme pour l'enseignement, comme pour le reste, on a constaté qu'on avait des dalles en béton de 10 cm en terrasse, et donc quelques problèmes avec le poids rapporté. Et donc, le bon sens l'emporte, c'est-à-dire que l'isolation, il faut qu'elle soit légère. Et quand on pense isolation légère, on va se tourner vers des produits, nous, là, dans le cadre de notre enveloppe financière, qui est des produits polyuréthane, dont on sait que, voilà, on n'est pas très vertueux, en fait, en tout cas, du mode de fabrication, mais voilà, c'est le bon sens qui nous a amené vers ces solutions. Ce détail d'acrotère n'est pas anodin parce que nous avions fait un macrolot enveloppe qui prenait aussi l'étanchéité dans la première phase. Compte tenu des difficultés que nous avons eues de mise en œuvre, de cohérence et je dirais en tout cas des étancheurs qui nous étaient proposés dans le cadre du macrolot, on a eu beaucoup de soucis sur les jonctions d'étanchéité à l'air entre les parties horizontales d'acrotère et les parties verticales. On a changé, on a enlevé l'étanchéité, on a fait un lot complètement séparé sur la deuxième phase pour travailler avec une entreprise plus structurée pour répondre à des détails d'exécution plus peaufinés et en sachant même que quand même les détails d'exécution, il a fallu faire un travail sur le terrain de réinterprétation du détail d'exécution permanent. Voilà.
Donc là, d'autres détails, je vais aller assez vite. Simplement, c'est l'intégration des BSO. On avait des parties débordantes. Ce détail d'exécution, en fait, je m'en suis aperçu tout à l'heure, n'est pas le détail réalisé. On a coupé un peu plus le béton pour avoir un peu plus d'isolation. Voilà. Mais sur le principe des menuiseries, on a gardé les dormants de menuiserie intérieure pour éviter de refaire tout l'intérieur. On a gardé les dormants de menuiserie qui étaient en intérieur. Et on a traité en fait par des encadrements bois et on est dû bourrer d'isolant dans les jambages pour finir le système. Là, bon, il y a des détails d'étanchéité à l'air. Il y a un sujet qu'on a ici tourné un peu dans tous les sens, c'est la jonction des panneaux préfabriqués. Vous avez une lisse basse, une lisse haute. On vient un système par écrasement, un hill mode et puis un serrage ici par vis. Et on est, après test, arrivé à avoir vraiment une étanchéité qualitative. Ici, des détails de chantier. Vous voyez, là, c'était un module qui venait juste d'être posé, donc la menuiserie existante. Voilà, comment on comble ça de manière harmonieuse et surtout efficace sans laisser de pont thermique. Ici, ce sont des éléments préfa qui sont ici posés et vous voyez derrière, bon, la façade qui commence à se composer et les menuiseries qui sont systématiquement traitées de cette manière-là. C'est-à-dire, on a un petit ouvrant qui parfois est un ouvrant simple, parfois est un ouvrant équipé d'une grille plus une grille anti-moustique pour travailler la ventilation naturelle. Ici, c'est les traitements. Ça se voit tout de suite. Ça, c'est un détail fait par nous, donc c'est pas très d'une grande précision. Ici, le détail d'exécution de l'entreprise qui ne réfléchit ici qu'à la pose en fait de la menuiserie sur son de l'élément préface sur son appui avec les détails d'étanchéité, de continuité d'étanchéité. Je pense qu'après, on voit un détail justement. Vous voyez ici la pièce d'appui en fait de l'ensemble sur 3 niveaux ensuite d'éléments préfa. Bon, ça, ce petit détail, il montre simplement qu'on s'est posé la question de refaire des escaliers pour couper des ponts thermiques, l'analyse financière, l'analyse d'efficience, qu'est-ce qu'on gagne en coupant ces ponts thermiques? Pas grand-chose. Donc on a gardé les escaliers et les connexions, même s'ils faisaient des ponts thermiques de seuil. Puis là, voilà, un élément terminé, ici, le pied de ce pied de façade qui est ici terminé. Alors, ça, c'est des trucs que les architectes n'aiment pas beaucoup. C'est les champignons de toiture, mais ça, on n'y peut rien. Enfin bon, voilà. Là, on est dans le bâtiment administratif. C'est une ventilation double flux. Et on n'avait pas les moyens de la cacher, donc elle est comme ça. Voilà. Bon, évidemment, on a percé, si je reviens en arrière, tous les niveaux sont percés de gaines. On est en système parapluie, coupe-feu 1 heure. Bon, et donc, c'est des interventions assez lourdes. Ici, des schémas que vous avez sans doute vus dans d'autres systèmes. On n'a pas inventé la poudre. Hein. C'est un système de ventilation de la partie maison des chercheurs où on a ces petites fenêtres qui sont protégées de la pluie, etc., des moustiques qu'on peut ouvrir. On a des plafonds qui ne sont pas fermés pour profiter. D'ailleurs, notre flèche aurait dû aussi passer dans les plafonds, mais pour profiter de l'inertie de la partie plafond, on a aussi des systèmes de châssis ouvrant dans les circulations. Et ici, un tirage naturel par des sheds qu'on est venu créer pour créer du tirage naturel. La conclusion, c'est ça. Par exemple, pour ce bâtiment, c'est en façade, voilà ce qui se passe. On ouvre, on a la grille. Ici, dans la circulation, on ouvre. Et là, c'est pas ouvert, mais on peut ouvrir le châssis ici avec les systèmes de détection nécessaires pour ne pas prendre l'eau. Donc ça, c'est du fonctionnement actif dans un environnement qui entend parfois un peu que les choses sont passives. Donc vous imaginez ce que ça pose comme problème, comme usage. Parce que les usagers, ils considèrent que ouvrir une fenêtre, c'est pas normal dans un bâtiment c'est technologique. Alors, voilà, on a quelques problèmes ensuite d'utilisation. Alors, j'ai 5 minutes. OK. Donc là, par le calcul, aujourd'hui, voilà, les cibles sont atteintes, l'ensemble des cibles sont atteintes. Quand je dis par le calcul, parce que malheureusement, on n'avait pas d'équipe de suivi, c'était pas dans le marché, c'était pas, voilà, c'était pas prévu. Bon, oui, si, un truc quand même, c'est que l'enveloppe, elle est de 8 millions.
Alors, vous allez dire, comme d'habitude, les architectes, ils font gonfler les enveloppes. Non, enfin, ici, on a eu différentes surprises dans le cadre de la réhabilitation. Notamment, j'ai évoqué la question de l'amiante, où des secteurs qu'on ne voulait pas toucher ont été simplement dégradés un tout petit peu par le chantier, ce qui nous a obligés à engager une démarche complète, donc d'arrêt de chantier, d'extraction, etc. Donc des enveloppes financières qui ont évolué. Donc l'expérience. En fait, ce qui est bien, c'est que pour faire ce petit propos, nous avons revu le maître d'ouvrage il y a quelques jours pour discuter avec lui de lui-même des retours qu'il avait. Donc ça, c'était sympa. Et donc, par exemple, le système de chauffage aujourd'hui de l'ensemble du site. Cette phrase, elle est assez marquante. Alors, c'est pas Monsieur Liébard qui est dans la salle, mais c'est le responsable technique du site qui nous dit, compte tenu du système de cogénération, est obligé de produire de la chaleur qu'on n'utilise pas. Donc, on ouvre des portes, on ouvre des fenêtres, etc., mais on produit quand même. Donc, ça questionne évidemment complètement l'ensemble du site sur son mode de production de chauffage. Alors, est-ce que les usagers utilisent le free cooling? On ne sait pas, mais visiblement, par le retour que l'on peut avoir de gens que nous connaissons là-bas, ça ne marche pas forcément très bien. Il y a quand même des surchauffes. La conséquence de ça, c'est qu'on se dit, on en parlait tout à l'heure avec un de mes collaborateurs, c'est que on a changé les corps de chauffe. On n'aurait pas dû mettre de corps de chauffe, déjà, simplement. C'est-à-dire qu'on a juste des canalisations intérieures qui sont visibles, qu'on n'a pas changées. Déjà, ça suffit pour chauffer le bâtiment. Voilà, donc par contre, il n'y a pas que des choses négatives, hein. Donc, une chose importante, c'est qu'on a été efficient pour avec l'argent qu'on avait, ne changer que ce qui était adapté aux objectifs et que l'enseignement puisse fonctionner. Mais sauf que tout ce qu'on n'a pas touché, qui est resté en l'état, c'est devenu d'autant plus criant. C'est-à-dire, là, la moquette, c'est plus supportable, la lumière, etc. Enfin, il y a eu des retours comme ça d'insatisfaction, alors qu'avant, personne n'en parlait. On était habitué à vivre dans quelque chose qui était médiocre. Et en fait, là, voilà, donc il y a ce retour-là. Enfin, on entend ça. Nous sommes fiers du campus universitaire aujourd'hui, et ça fait toujours plaisir. Voilà, même sans chauffage, nous avons trop chaud l'hiver, ça fait moins plaisir. Mais on voit bien que entre la conception et l'utilisateur, il y a une vraie construction nouvelle à faire, hein, avec ce qu'on est en train de produire comme nouveau bâtiment. Voilà, et puis juste je termine. Avant c'était ça dans les années 50. Le concours c'était ça, l'image de concours. Le projet c'est ça. Voilà, donc je pense qu'on a tenu nos engagements. Bon, j'ai pas parlé du traitement différent de façades sur les entrées. Vous voyez, les parties entrées sont traitées par un ITE plus une résie découpée qu'on a fait sur mesure. Bon. Voilà, des ambiances. Du coup, le maître d'ouvrage a souhaité qu'on qualifie aussi des espaces extérieurs. Ce n'était pas prévu dans le marché, ce qui aussi explique l'enveloppe de travaux qui a augmenté. Donc, ça amène une qualification un peu plus générale. Bon, voilà, des ambiances intérieures. On montre cet escalier, ça n'a pas tellement d'intérêt, sauf que voilà, on garde de l'existant, on garde des escaliers à petits carreaux, ça nous va bien. C'est pérenne, on n'a pas besoin de faire du looking contemporain. Voilà, on mélange ce genre de sujet. Là, c'est la cafétéria, l'atrium de tirage pour la salle. Quand je dis tirage, c'est d'éclairage et de tirage naturel pour la maison des sciences humaines. Voilà, merci. Je dois être à l'heure.